Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous. C'est votre émission préférée, l'émission des AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Cette émission qui est diffusée sur la chaîne radio-télé catholique Elikia. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue, maître Jean-Pierre Bolonga. Bonsoir, maître Jean-Pierre. Bonsoir, maître Harry. Voilà, nous recevons aujourd'hui maître Jean-Pierre Bolonga, avec qui nous allons partager quelques minutes pour cette émission. Et maître Jean-Pierre Bolonga n'est pas pour la première fois invité à cette émission. Il est bien connu, c'est maître Jean-Pierre Bolonga, il est avocat, il est président d'une ONG, Human New Horizons. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Nous le recevons comme défenseur des droits de l'homme et c'est à ce titre que nous allons échanger avec lui pendant quelques heures. Et nous parlerons ici de l'actualité comme toujours et nous aborderons un thème très important, c'est la mise en œuvre des observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo. Comme on l'avait déjà annoncé, cette année, nous allons toucher beaucoup aux observations, aux engagements internationaux en matière des droits de l'homme pour la RDC. Maître Jean-Pierre Bolonga, l'actualité est encore dominée par la situation de l'Est, c'est la guerre. Est-ce que vous avez un mot à mettre à la place? Parce qu'il y a le droit à la paix. Le droit à la paix. La République démocratique du Congo venait de recevoir Madame Hill, qui est sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à New York. Elle a reçu les officiels, elle a reçu aussi les défenseurs des droits de l'homme à Kinshasa comme à Goma. Mais dans les différents discours, les défenseurs des droits de l'homme lui parlent de la situation de la paix, qui est aussi un droit fondamental. Avez-vous un mot à placer? Merci de la parole. On ne peut pas manquer un mot en rapport avec ce qui se passe à l'est du pays. Nous savons que la paix et la sécurité font partie des droits de l'homme. Comme nous avons l'habitude de définir les droits de l'homme comme étant les prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Et parmi les droits de l'homme, on se retrouve avec une catégorie de droits de l'homme qu'on appelle les droits de la troisième génération. Après les droits civils et politiques, nous avons les droits économiques, sociaux et culturels. Et de l'autre côté, on se retrouve avec cette catégorie qu'on appelle les droits communs ou les droits collectifs ou les droits de solidarité. Parmi ces droits-là, il y a les droits à la paix et les droits à la sécurité, qui est un droit commun parce que tout le monde a besoin de la paix. Et quand on manque la paix, on perd une partie de ses droits. C'est ce qui fait qu'à tout moment, lorsqu'on revient ici, nous ne cessons de parler de la paix en rapport avec ce qui se passe à l'est du pays. Et non seulement à l'est du pays, si tout est en train d'arriver le République du Congo, même ici à Kinshasa, on est confronté à ce problème-là de l'insécurité partout. La guerre à l'est, nous sommes en train de suivre l'évolution de cette guerre. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même dernièrement ici certaines avancées. Nous avons dit sur ces plateaux que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Tout ce qu'on est en train de mener comme des marches, il faut que telle force vienne, EAC, les Ougandais, l'ONU et tout. Nous avons suivi dernièrement la déclaration de M. Herman Cohen. Il a été clair dans son discours. Il a dit la solution de la paix à la RDC ne viendra pas d'ailleurs. La solution ne sortira qu'au Congo. C'est-à-dire que les Congolais doivent se prendre en charge. Nous avons une armée, on doit donner des moyens consistants à notre armée. Et vous avez vu dernièrement comment il y a eu des avancées. Dernièrement, nos forces ont frappé
les soi-disant terroristes d'IM23 qui ont été délogés de là où ils étaient à Kachanga et partout, ils connaissent des pertes énormes. Pour le moment, c'est ce qu'on disait, ce qu'on attendait. On peut multiplier des voyages et tout. Nous, on a besoin qu'on donne des moyens à nos forces armées, à nos services de sécurité, pour que nous puissions mettre fin à cette guerre comme fit le cas en 2013. Voilà ce que nous demandons tout simplement au gouvernement congolais. En continuant avec l'option de la guerre, on ne peut pas omettre la diplomatie, même en Ukraine. Tout est là. Bien sûr qu'ils ont abandonné l'option de la diplomatie, mais la diplomatie se fait en coulisses. Mais néanmoins, la guerre continue. C'est ce que nous voulons ici chez nous au Congo, qu'on donne des moyens consistants à nos forces armées qui combattent à l'Est pour que nous puissions gagner cette guerre et en finir avec cette aventure une seule fois pour toutes. Merci beaucoup au M23, appuyé par le régime Kagame, crée des problèmes et il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, il y a beaucoup de personnes déplacées et donc ça attire vraiment l'attention de toute la communauté internationale. À l'actualité, nous avons encore le problème de la prestation de serment et la remise-reprise entre le bureau sortant et le bureau entrant à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est un événement parce que parmi les recommandations même du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, des observations finales du Comité contre la torture et même de l'examen périodique universel, ils n'ont cessé de parler de renforcement de la Commission nationale des droits de l'homme, institution d'appui à la démocratie, pour se déployer sur toute l'étendue de la République et aussi avoir de l'efficacité, de l'effectivité sur terrain. Parmi les recommandations, on a demandé qu'on puisse hausser, accroître le budget de la Commission nationale des droits de l'homme et il y a des bonnes choses qui ont été faites et les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, il y a une nouvelle équipe qui va animer la Commission nationale des droits de l'homme. Avez-vous un petit commentaire à émettre sur cette question? Le 17 février 2023, il y a eu prestation de serment et nous demandons à la cabine de nous mettre cet élément, après quoi nous revenons pour votre commentaire. Au total, 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont prêté serment ce mardi devant le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Il s'agit de 4 membres du bureau définitif et 5 coordonnateurs de sous-commission. Ils peuvent désormais agir pour la promotion et la protection des droits de l'homme à travers la République. Au regard de l'importance de cet organe et l'impact de son action sur l'amélioration des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, a rehaussé de sa présence la cérémonie et le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait office du ministère public. Moi, Paul Nsapou-Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Prends acte de votre prestation de serment en tant que président de la CNDH et nos vives félicitations. Les assermentés vont devoir travailler pour l'émergence d'un état de droit tel que prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà cet élément des prestations de serment. Il y a M. Paul Nsapou-Moukoulou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mme Joëlle Mbamba Kona, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, M. le professeur Dieudonné Kalindie, rapporteur, Mme Paulette Lokonia Sefou, rapporteur adjointe, et les sous-commissions de la Commission nationale des droits de l'homme pour les droits civils et politiques, M. Jean-Richard Tchibanda, sous-comité des droits économiques, sociaux et culturels, M. Rémi Paul Eyalé, sous-comité femmes et enfants, Maître Gisèle Kapinga,
sous-comité personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables, Madame Véronique Ngongo Foura, et sous-comité droit collectif, Monsieur Didier Kimbumbu Dido. Voilà cette composition de la nouvelle équipe. Nous félicitons tous ceux qui ont pris le pouvoir. Nous félicitons l'ancienne équipe de son Excellence Mwamba Mouchikonke, qui vient de partir, qui a fait du travail. Vous avez certainement un commentaire à émettre par rapport à la prestation de serment et même à la remise et reprise qui s'est effectuée à la Commission nationale des droits de l'homme. Nous ne pouvons que souhaiter la bienvenue aux membres de la nouvelle équipe qui entre dans la Commission nationale des droits de l'homme. Ça a commencé d'abord, nous commençons d'abord par féliciter l'ancienne équipe qui avait beaucoup travaillé sous la direction du président Mwamba. Ils ont travaillé, nous avons travaillé en collaboration avec cette équipe. Malgré les hauts et les bas, il y a eu même des recommandations que vous venez de citer ici, parce qu'au début, la CNDH avait rencontré des difficultés non, du côté financier. Néanmoins, le comité avait recommandé qu'on puisse augmenter le budget du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Et puis, à un certain moment, on a travaillé, les choses se sont améliorées. Ils avaient même des difficultés de sièges. On était locataire de l'autre côté. On a trouvé un endroit à côté de l'immeuble Batetela. Et ça évolue pour le moment. Et comme on est arrivé à la fin mandat, il y a eu une nouvelle équipe qui entre, qui a été entérinée par l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas si j'étais au courant de cette semaine ici, l'équipe avait prêté serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, moi-même aussi, j'ai été présent pendant la remise et reprise. Et ça a été vraiment un moment merveilleux pour nous. Et pour ne pas aller trop loin, on ne peut pas juger, on ne peut juger quelqu'un qui a travers ses actes. Comme l'équipe vient d'entrer, tous ces membres-là, nous leur souhaitons bon travail et qu'ils sachent qu'ils sont là pour la promotion et pour la protection des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme est un grand mécanisme de protection des droits de l'homme au niveau national parmi les recommandations de Paris. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas... ce qui n'a pas été fait par la première équipe doit être fait maintenant. Surtout jouer son rôle. Jouer son rôle. Bon. Souhaitons tout simplement la bienvenue à la nouvelle équipe et puis on va observer comment elle va travailler en collaboration avec les défenseurs de droits de l'homme. Merci beaucoup. Il faut consolider, il faut asseoir, il faut maintenir le statut A que la CNDH a acquis sur le plan international. Il faudrait davantage et davantage encore déployer la CNDH à travers toute la République et aussi que toute la population sache que la CNDH est là pour cette population qui, d'une manière ou d'une autre, victime de violations des droits de l'homme, elle peut se référer à différentes institutions et elle peut aussi recourir à la Commission nationale des droits de l'homme. Voilà pour l'actualité. Et l'AUDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux, continue à faire le suivi de plaidoyer concernant la protection des enfants. Il y a la justice pour enfants. Aujourd'hui, la prison militaire, non pas la prison de Makala, connaît aussi une surpopulation carcérale du côté du quartier des enfants. Ils sont devenus très nombreux. Et là encore, les délais légaux ne sont pas toujours suivis parce que pour la loi, dans les 2 mois, il faudrait prendre une décision provisoire concernant les enfants, mais vous y trouvez des enfants qui ont déjà passé 1 année, 2 ans sans aucune décision et ça pose problème. Et le milieu le plus favorable pour l'enfant, c'est la famille. Et là, nous saluons tous les chefs des juridictions, des tribunaux pour enfants. Ce n'est pas une justice comme la justice des adultes avec des détentions préventives longues et arbitraires, mais c'est une justice qui s'occupe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous continuons avec ce plaidoyer. Et voilà, nous entrons maintenant au point chaud de notre thème du jour, les observations finales
concernant le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo. Mise en œuvre. Pour rappel, la République démocratique du Congo est passée le 24 et le 25 avril 2019 devant le Comité des Nations Unies contre la torture pour l'examen de son rapport, pour avoir ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le pays a l'obligation de présenter des rapports de manière périodique. Et nous en avons été à la deuxième présentation du rapport et des recommandations ont été formulées pour la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes à ce niveau. Nous voudrons que vous puissiez dire un petit mot concernant le rapport du gouvernement avec le comité contre la torture en ce qui concerne la mise en œuvre de ces recommandations. Merci encore une fois de la parole. Parmi les recommandations, le comité avait demandé au gouvernement congolais, qui est l'État parti, de pouvoir privilégier ou garantir, privilégier la garantie juridique, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que lorsque on arrête quelqu'un, on met quelqu'un dans un état d'arrestation, il y a toute une procédure qu'on doit suivre. L'État ne peut pas agir en dehors des mécanismes légaux qui ont été prévus, en dehors des textes. Il y a des lois qui nous montrent surtout, à commencer d'abord par la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a d'autres instruments, mais ici au pays, nous avons la Constitution, surtout en rapport avec la garde à vue. Avant même de pouvoir parler de la garde à vue, il y a des garanties. Quand on accuse quelqu'un d'avoir commis une infraction, dès qu'on met la personne dans un état d'arrestation, ici nous avons l'article 18 de la Constitution qui dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. C'est-à-dire que quand on arrête quelqu'un, la personne arrêtée a des droits aussi. Elle ne perd pas ses droits. Dès qu'on met la main sur quelqu'un, que vous soyez OPJ ou officier du ministère public, vous serez dans l'obligation constitutionnelle d'informer la personne arrêtée du motif de son arrestation. Et vous n'allez pas vous limiter seulement à l'informer du motif de son arrestation, vous allez aussi lui dire qu'il a des droits. Les droits d'entrer en contact avec sa famille, les droits d'avoir un conseil, les droits. Tous ces droits-là, c'est ce qui pose problème à la République démocratique du Congo. Alors que la Constitution, elle est claire. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque nous... je saute un peu, on arrive à l'article 19, à l'alinéa 2 ou 3. Toute personne a le droit de se défendre d'elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et c'est à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle. Et ici en bas, elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. C'est la difficulté qu'on trouve aujourd'hui. Lorsque la personne arrêtée se retrouve entre les mains des services de sécurité, on vous dit non, les avocats ne peuvent pas venir ici, alors que cette personne a un droit fondamental d'entrer en contact avec sa famille, d'entrer en contact avec ses conseils ou son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous retrouvons avec ça sur le terrain. Il y a même à Kinshasa ici, n'en parlons même pas de ce qui se passe à l'intérieur du pays, parlons seulement de ce qui se passe ici à Kinshasa. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a été, dernièrement j'étais à Lutendele, un garçon qui avait été arrêté par le Oudjana, il avait fait là-bas plus d'une semaine. Et quand je me suis rendu là-bas, j'ai trouvé qu'on l'avait arrêté arbitrairement. Même l'OPJ a reconnu que le monsieur n'avait pas commis d'infraction. Mais je lui ai posé la question de savoir, mais il n'a pas commis d'infraction. Pourquoi vous l'avez gardé jusqu'à plus d'une semaine? Cette détention devient une détention
illégale, à ce moment-là, on n'est pas protégé, alors que nous sommes tous protégés par la loi, par la Constitution et par les instruments de protection des droits de l'homme, que ce soit au niveau national, régional et puis au niveau international. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Bolonga. À ce propos, les garanties juridiques fondamentales, on devrait vraiment tenir compte. Et ce n'est pas seulement la garde à vue qui est de 48 heures. Et là, nous encourageons tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant de savoir recourir aux défenseurs des droits de l'homme, recourir à la CNDH, à toutes les institutions lorsqu'elles se trouvent devant des situations de violation des droits des personnes. Un officier de police judiciaire a 48 heures de garde à vue. Et dépasser ces 48 heures, il a l'obligation légale de conduire ou de transférer la personne vers le parquet. Et là aussi, nous devons insister concernant les enfants. L'officier de police judiciaire n'a pas le droit de garder un enfant mineur pendant 48 heures. Dès qu'il a un enfant mineur, il doit directement et tout de suite l'orienter vers le tribunal pour enfants ou vers le parquet. Mais le mieux, c'est vers le tribunal pour enfants. Vous avez nos numéros qui sont en train de circuler, qui sont sous la bande. Vous pouvez toujours appeler quand il y a des violations graves, quand il y a des situations, on peut voir comment y remédier ensemble. À propos de violences sexuelles, maître, c'est encore un problème. Oui, c'est la RDC capitale des violences sexuelles. C'est encore un problème sérieux. Mais avant de pouvoir parler des violences sexuelles, permettez que je puisse terminer mon idée en rapport avec les garanties juridiques. Ici, le dernier alinéa de l'article 18, c'est ce qui attire mon attention aussi, on dit « Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons de violences sexuelles. Et à propos, on va vous aller souffler un peu, on nous balance le spot sur la détention préventive, le recours excessif à la détention préventive. Les recours excessifs à la détention préventive, le contraire au principe de la liberté dans un état de droit. Les recours excessifs à la détention sans contrôle de l'autorité est une violation des droits de l'homme. Les recours excessifs à la détention préventive est à la base de surpopulation pénitentiaire. AIDEF plaide pour le respect de la liberté, qui est un principe, mais la détention est une exception. Selon l'article 17 de la Constitution, en RDC, autorité, contrôler la régularité de détention, citoyens et citoyens. Dénoncer les détentions irrégulières, arbitraires et illégales. Stop! Longue détention préventive est une forme de torture et inhumaine. Merci beaucoup. Nous allons revenir au studio. Voilà, on ne va pas faire le commentaire sur ces spots que vous avez déjà suivis. Et nous voulons dire un petit mot. Là, nous tendons vers la fin de notre émission. Les violences sexuelles. Il y a les violences sexuelles, violences à l'égard des enfants, les recommandations du comité contre la torture pour les réformes des services de sécurité. Là, dans les services de sécurité, c'était aussi une des promesses de notre président. Le président et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il a pris le pouvoir, il avait dit qu'il va amener une réforme au niveau des services de sécurité. Nous avons aussi le problème des allégations de torture et impunité. Il y a beaucoup de cas de torture et l'impunité demeure. Nous allons faire des petits rapports, nous allons faire des monitorings pour voir des plaintes qui ont été déposées ça et là en rapport avec la torture, mais sans suite. AUDEF a été aussi sur le terrain. Nous allons vous montrer des cas que nous avons
amener ça et là, et il n'y a pas de suivi par rapport aux questions des tortures. La question de la peine de mort, là encore, c'est un problème. Nous espérons que la session qui commence pourra examiner cette situation. Maître, vous avez un mot sur les violences sexuelles. Oui, les violences sexuelles sont érigées à... Lorsque nous exploitons la Constitution à partir de son article 15, cet article dispose que le pouvoir public veille à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple, est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi. Lorsque nous exploitons la loi de 2006 portant criminalisation des actes de violence sexuelle, on a défini les violences sexuelles comme état, ça peut être un acte, une tentative, un commentaire ou une avancée à caractère sexuel sans le consentement de l'autre. Et nous avons plusieurs formes de violences sexuelles. On peut parler de viol, on peut parler d'attentats lapidaires, de zoophilie et tout ce que nous connaissons. Tous ces actes-là de violence sexuelle sont pénalisés aujourd'hui. Lorsque vous commettez une violence sexuelle, il n'y a pas de négociation, on ne peut pas faire payer même les amendes transactionnelles, la procédure est là et toutes les infractions se rapportant aux violences sexuelles sont classées parmi l'état de flagrance aujourd'hui. On ne peut pas dire non qui a porté plainte contre moi, qui m'a dénoncé. Non, non, non. Dès qu'on est au courant que tel a commis une violence sexuelle, on doit l'amener directement, on doit l'amener devant l'officier de police judiciaire qui va le transférer au parquet. Le parquet, dans un bref délai, doit fixer le dossier au tribunal. On ne peut pas aller au-delà de 3 mois. Il faut que son sort soit connu, soit il est acquitté, soit il est condamné. Surtout les femmes en détention. Ça aussi, c'est un problème à la République démocratique du Congo. Lorsque les femmes sont dans un état de détention, vous savez qu'une femme dans cet état-là, elle présente toutes les faiblesses possibles. Et les gens qui sont commis, les policiers ou les agents de sécurité qui sont commis à la garde de toutes ces femmes-là en détention, ou les autorités, ou les chefs, et ils commettent des actes de violence sexuelle contre les femmes, ce qui est un crime contre l'humanité, selon ce que dit le constituant de 2006 ici. Raison pour laquelle nous recommandons au gouvernement congolais de prendre en charge les victimes de violences sexuelles et de veiller que les actes de violence sexuelle ne puissent pas se multiplier parce que c'est interdit au niveau international, même au niveau national, il y a des lois et nous avons... C'est bien dit, il y a à féliciter le gouvernement qui a créé une agence pour s'occuper de ces cas de violences sexuelles, de la réparation pour les victimes de violences sexuelles, mais il faudrait donner des moyens, il faudrait désigner des animateurs et il faut qu'ils soient efficaces sur le terrain. Et c'est à ce niveau que nous disons qu'il y a aussi le besoin d'attaquer la question des violences conjugales. Nous taisons facilement alors qu'il y a des violences conjugales dans notre société. On ne veut pas en parler. Il faut ouvrir la langue, il faut ouvrir la bouche, il faut parler, il faut dénoncer. Et il y en a qui recommandent même qu'on puisse modifier la loi sur les violences sexuelles pour inclure aussi les violences sexuelles qui échappent le plus souvent à la répression. Voilà, il y a beaucoup de structures, de mécanismes qui sont en train de suivre ces questions-là. Là, nous saluons le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui fait un très grand travail sur ces questions. Nous saluons l'observation, donc l'OMCT, Organisation mondiale contre la torture, avec laquelle l'AUDF et autres ONG, nous avons porté le rapport au Comité des Nations Unies contre la torture et même le suivi pour le plaidoyer. De la même manière que le Centre pour les droits civils et politiques, examen périodique universel avec IPR. Beaucoup de recommandations sont là. Ce sont là les indicateurs. Ce qui nous montre qu'il y a évolution ou pas dans le domaine des droits de l'homme. Votre mot de fin, maître Jean-Pierre Bolonga. Nous disons, nous en appelons à la conscience politique nationale. Nous voulons que nos dirigeants puissent tenir compte de ce qu'on vient de dire ici. Il y a des recommandations qui ont été faites
le gouvernement congolais ou l'État congolais a pris des engagements au niveau international. Il a ratifié le comité de la Convention contre la torture, et toutes les recommandations qui ont été faites doivent être mises en pratique. Raison pour laquelle, même en rapport avec les violences sexuelles que nous venons de dire ici, on doit installer dans toutes les provinces des unités spécialisées de FARDC et de la PNC qui s'occupent uniquement des actes de violence sexuelle. Créer aussi un mécanisme international en vue de juger tous les auteurs de violences sexuelles. Voilà tout ce que nous pouvons dire à l'État congolais. Vous avez parlé aussi de la peine de mort. Il y a eu moratoire depuis 2023. Et puis la loi de 2009 portant protection de l'enfant, à partir de son article 9, a aboli la peine de mort. On ne peut pas condamner à mort. Même la Constitution, à partir de son article 16, l'article 5 du Code pénal doit être modifié aujourd'hui. Il doit se conformer à la Constitution. Sinon, cet article sera frappé de manque de fondement juridique. Donc l'État est là pour protéger et respecter la vie humaine qui est sacrée, et toute personne a droit à la vie. Effectivement, nous espérons que la proposition de loi portée par le vice-président de l'Assemblée nationale, nous citons le professeur Mbata, s'agissant de l'abolition de la peine de mort, sera examinée pendant cette session du mois de mars, et on peut nous donner une loi qui porte sur l'abolition de la peine de mort. Aussi encore, nous insistons sur la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous attendons tout cela pendant cette session. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons dit, et il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous espérons que vous avez encore suivi et vous suivrez davantage l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à la portée de tous, cette émission de AUDEF, Alliance pour l'Universalité des droits fondamentaux, qui est diffusée sur la chaîne radio télé catholique Elikia. Vous suivez cette émission vendredi à 19h et mardi à 16h. Nous n'avons pas été seuls avec Maître Jean-Pierre Bolonga, votre serviteur, Maître Henri Wembolois. Nous avons été accompagnés par, à la cabine, M. Roger Chita, M. Jiré Nzunzi, avec l'appui de M. Hugues Kibao, qui est le DG de la radio-télé catholique Elikia. Nous n'allons pas non plus oublier l'assistance technique de Maître Jaël Manzambi et Maître Priska Edikabeng. Merci et à la prochaine.